L'invité de France Info ce matin est Benoît Hamon, ancien ministre, ancien candidat à la présidentielle et membre fondateur de Génération. Jean-Michel Apathy. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Jean-Michel Apathy. La grève est terminée à la SNCF, mais c'est temporaire parce que le mouvement devrait reprendre dimanche et les cheminots sont résolus. On écoute l'un d'entre eux. On lâchera rien. Moi, aujourd'hui, je gagne 22 000 euros à l'année, je travaille à la journée, j'ai pas de prime, j'ai rien du tout, et j'entends dire qu'on gagne des 4 000, 5 000 euros quand on travaille au chemin de fer, qu'il y a une prime, tout ça, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que vous combattez cette réforme, Benoît Hamon ? Parce que je pense que c'est la fin d'un service public important en France, au prétexte d'une dette réelle et qu'il faut gérer évidemment. On va fermer des petites lignes. Contrairement au l'engagement du gouvernement, il y a là un vrai mensonge d'ailleurs, je veux le dire, d'Édouard Philippe, qui avait dit je ne reprendrai pas la proposition du rapport Spinetta de fermeture des petites lignes. Mais vous ne le croyez pas ? Non, je ne le crois pas parce que la SNCF annonce qu'il y a un plan de fermeture des petites lignes. C'est-à-dire que l'entreprise SNCF ferme des petites lignes, mais ce n'est pas le gouvernement. Et ces petites lignes, sur lesquelles nous nous déplacerons avec plusieurs dirigeants de gauche cet après-midi, notamment en Picardie, ces petites lignes, elles relient les Français les uns aux autres. Nous sommes face à quoi ? Des territoires qui sont des territoires déjà en difficulté, où il y a peu d'emplois, où il y a de moins en moins de médecins, où les écoles sont elles-mêmes parfois menacées de disparition, et on va fermer des lignes de chemin de fer. Le principe du service public, jusqu'à présent en France, c'était de considérer que tous les Français avaient le droit au même niveau de service, et que les lignes excédentaires finançaient les lignes déficitaires. Mais visiblement, le financement est difficile. Il y a des lignes qui sont très très peu utilisées. Il y a des chiffres qui ont circulé, je ne les ai pas en tête, mais avec quelques voyageurs par jour, effectivement. Très peu utilisés. Et ce que vous dites de l'égalité des services publics, on a fermé les maternités, par exemple, dans certaines villes. Et parce que oui, mais Jean-Michel Apathy, quand dans les mêmes territoires, non, c'est pas l'évolution des choses, pardon de le dire, mais quand sur les mêmes territoires, vous êtes à 45 minutes d'une maternité ou d'un hôpital, qu'il n'y a déjà quasiment plus de médecins généralistes ou de moins en moins, parce qu'on n'a même pas de centre de santé. Vous êtes concrètement en danger, mais vous surtout maintenant, en plus, on vous supprime le moyen de vous déplacer. Je vais prendre un exemple très précis. J'ai été interpellé par un chômeur dans les Pyrénées-Orientales qui m'a dit la chose suivante. Je comprends qu'il va y avoir une réforme de l'indemnisation chômage qui va exiger de moi que j'accepte un emploi à 50 km de chez moi, et si je ne l'accepte pas, on me supprimera mon indemnité chômage. Si demain je n'ai même pas de train pour y aller, comment fais-je pour accepter cette offre d'emploi ? Très concrètement, on rajoute des inégalités dans des territoires qui sont des territoires où il y en a déjà beaucoup, où il y a beaucoup de pauvreté et désormais du ressentiment. Le sentiment qu'on est profondément abandonné. Eh bien, au nom du service public, je considère aujourd'hui qu'il faut absolument faire reculer le gouvernement sur cette réforme parce que ce n'est pas une bonne réforme pour les Français d'abord. Alors justement, Édouard Philippe sur France Inter ce matin dit au sujet de la dette qu'il ne prend pas d'engagement sur ce thème-là tant que rien ne change à la SNCF. Donc on pensait que ça serait peut-être une marge de négociation cet après-midi. Visiblement, c'est pas encore le cas. Et deuxième point important, le statut du cheminot, ce n'est pas négociable. C'est le terme que vient d'employer le Premier ministre chez nos amis de France. Pas négociable dans quel sens ? Pas négociable. C'est-à-dire le fait qu'à une date qui reste à déterminer, les gens qui seront embauchés ne seront pas. Donc on remet en cause le statut du cheminot. Donc ce qui n'est pas négociable, c'est la remise en cause des cheminots à venir. Oui, voilà. D'accord. Et donc et ça vous paraît aussi, vous paraît aussi condamnable ? Non, mais ce que je veux dire, ce qui est insupportable, c'est de la part d'une caste de gens, tous très bien portants, Édouard Philippe en tête, tous privilégiés, cibler aujourd'hui les cheminots, et les cibler en les jetant à la vindicte populaire, au motif qu'ils partiraient à la retraite tôt. En droit, c'est vrai. Mais en oubliant de dire qu'ils sont alignés en matière d'annuité à cotiser sur le régime général, un cheminot, pour partir à une retraite à taux plein, doit cotiser 41 annuités et demie et bientôt 42. Il a un droit de partir à 53 ans. Allez-vous me dire comment va-t-il partir à 53 ans avec une retraite qui subira une décote considérable ? Plus personne n'utilisera ce droit. Donc arrêtons aujourd'hui de présenter les cheminots comme les derniers des privilégiés. C'est insupportable. Mais à votre avis, surtout, non mais attendez d'un mot, surtout de la part d'un gouvernement qui vient de faire 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur la fortune. C'est ce discours-là qui est aujourd'hui devenu indigne, objectivement indigne. Et j'y rajoute que les parlementaires de la majorité, je disais que l'un d'entre eux parle de gréviculture. Gabriel Attal. C'est une manière de parler qui est méprisante. Méprisante à l'égard de ceux qui veulent garder leur gare et leur ligne de train, méprisante à l'égard de ceux qui travaillent et qui le font bien
parce que ce sont des agents du service public qui honorent leur mission, la font correctement, sont attachés à ce travail qui est le leur. C'est méprisable et méprisant. Non. Eh bien, je pense que si le gouvernement durcit le ton, s'il choisit le rapport de force, s'il provoque donc par la violence symbolique des réponses qui vont être des réponses plus dures, que les Français le sachent, chaque fois qu'ils ne pourront pas prendre le train, qu'ils écrivent une petite lettre ou un petit mail à M. Macron et M. Philippe, et pas à M. Martinez ou aux dirigeants des syndicats. Ceux qui aujourd'hui provoquent la grève, ce sont ceux qui ont appuyé sur le bouton de la remise en cause d'un statut, mais surtout sur le bouton de la fermeture des petites lignes et des petites gares. Le durcissement de temps, vous le déduisez des propos que vient de rapporter Bruce. Des propos d'Édouard Philippe qui, pour l'instant, semblent inflexibles sur deux des points principaux de cette réforme. On en a fait fléchir des plus inflexibles que lui, hein. Vous pensez que la victoire est au bout du chemin, c'est ce que vous voulez dire? Je pense que les mobilisations que je constate dans les universités, que j'observe dans le secteur privé, que je constate dans les hôpitaux publics, dans les maisons de retraite. Pour l'instant. Mais vous y croyez? Non, mais c'est pas ça. Je constate qu'il y a, ce sont toujours les mêmes qui sont l'objet de la vindicte de ce gouvernement. Il y a un goût de ce gouvernement pour l'inégalité. Il aime l'inégalité. Sinon, comment comprendre qu'aujourd'hui, il n'y ait aucun plan sérieux de remise à jour, en gros, des maisons de retraite par des recrutements, par une amélioration des conditions de travail, par une diminution de la facture pour les personnes qui vont en maison de retraite. Comment comprendre qu'il n'y ait pas de plan sérieux pour l'hôpital public? L'état des maisons de retraite et de l'hôpital public, ça date pas de ce début de quinquennat. Hein. D'ailleurs, la campagne présidentielle avait été l'objet d'un débat, et moi j'avais mis des propositions sur la table. 1 milliard d'euros pour recruter 4 à 5 personnes supplémentaires par maison de retraite, une diminution du reste à charge sous la forme de la création d'une allocation spécifique bien vivre en EHPAD, qui permettait justement d'éviter qu'aujourd'hui on se retrouve dans la situation où, quand on a un parent dépendant, on constate qu'il faut 3 000 €, parfois beaucoup plus, pour qu'il soit pris en charge dans une maison de retraite. Vous aviez des propositions. Mais oui, c'est pas excessif de dire que ce gouvernement a le goût de l'inégalité. Mais je pense qu'il a le goût de l'inégalité. Je pense que quand on supprime les contrats aidés, que de l'autre côté on baisse l'ISF, quand on augmente la CSG des retraités et qu'on fait des cadeaux sous la forme d'une flat tax sur le capital, ce gouvernement a le goût de l'inégalité. Et parler de caste, comme vous l'avez fait, c'est pas excessif aussi? Une caste? Je pourrais dire quoi? Un clan? Est-ce qu'il y a une classe? Vous disiez qu'il y avait un durcissement du discours du gouvernement. Il n'y a pas une radicalisation de votre discours? Mais comprenez que ce qui est dur à entendre, ou à voir et à observer, c'est la façon dont ce gouvernement est inflexible avec ceux qui ont une vie qui est modeste, parfois difficile, et combien il est doux quand il s'agit de remettre en cause des droits exigés par le patronat. Je vais vous prendre un exemple. Dans la loi Pacte de Monsieur Le Maire, on remet en cause un droit créé sous le précédent quinquennat. Il n'y en avait pas eu beaucoup, qui était le droit d'informer les salariés quand leur entreprise est à vendre, pour qu'ils puissent, le cas échéant, reprendre leur entreprise. Ce droit est remis en cause parce que le patronat, qui n'avait pas réussi à l'obtenir sous Hollande, l'obtient maintenant. Donc on leur donne, nouveau cadeau supplémentaire, la remise en cause d'un droit. Le patronat a obtenu des conditions pour pouvoir licencier qui sont incroyables. Là encore, on a été doux. Doux toujours avec les mêmes, les bien portants, les puissants, et inflexibles avec ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre. Eh ben, excusez-moi, je trouve que aujourd'hui, tout ce gouvernement mérite la marque, l'empreinte de l'indignité qui caractérise sa politique. Vous restez avec nous. Benoît Hamon, on reprend cette interview dans quelques instants. France Info. Benoît Hamon est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Grève à la SNCF, évidemment, ça pénalise beaucoup de gens qui veulent aller travailler. On en écoute quelques-uns. J'ai perdu au moins 3 heures au total, le matin et le soir. Et là, on attend un petit peu encore. On attend. Le patron, il n'est pas content parce qu'on sort un peu plus tôt. Et les heures, elles sont soit déduites, soit... voilà. Et puis, voilà, ça emmerde quand même le monde. Même si on défend plus ou moins les cheminots. Voilà, même si on défend plus ou moins les cheminots, il faudrait aller vers un service minimum ou pas? Un vrai? Quelque chose qui permette un minimum de déplacement? Le principe de la grève, notamment dans les services publics, c'est qu'effectivement, on se rende compte de l'importance du service public. C'est que quand ça marche plus, on est bien embarrassé pour pouvoir mener une vie normale. Enfin, c'est surtout vrai avec la SNCF. C'est vrai avec la SNCF, évidemment, on pourrait pas le faire dans le domaine de la santé, évidemment, non, et dans les hôpitaux publics. S'il y avait une grève des soins, ce serait effectivement beaucoup plus problématique. Mais ce que je crois, c'est que le sujet là, il n'est pas le service minimum. Il est de savoir est-ce qu'on veut garder du service public ou pas. Parce que tous ceux qui aujourd'hui en banlieue, dans des territoires qui sont parfois eux aussi enclavés, même s'ils sont urbains, ou ceux qui en zone rurale sont dans les territoires enclavés, ils voient et ils mesurent la fin du service public. Alors on leur vend désormais le service public numérique, on va pouvoir tout faire avec un ordinateur. C'est pas vrai.
Ça n'est pas vrai, le service public, ça n'est pas juste la rencontre d'un citoyen avec son écran d'ordinateur pour faire des formulaires administratifs. Il y a 3 mois de conflit, cette femme qui disait « Moi aussi je perds des heures », ça risque quand même de prévenir une partie de la population contre précisément les Mais il y a incontestablement de l'embarras, de la gêne et un coût pour tous ceux qui n'ont pas leur train. Mais regardons qui est responsable. Le responsable de cela, c'est celui qui, au prétexte de réformer, s'en prend toujours au même. Et on peut prendre tous les sujets. On peut prendre la réforme de l'université aujourd'hui. Alors parlons-en, Parcoursup, c'est pas bien ? Écoutez, la sélection, il y en a toujours eu à l'université. C'est pas un mot tabou. Aujourd'hui, on fait de la sélection par l'usure. Mais on a des premiers cycles qui ne marchent pas. C'est une sélection, bien sûr. Mais et c'est pas parce que je suis moi opposé à un Parcoursup que j'aime le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Il ne marche pas. Sauf que le choix qui est fait, il est d'une simplicité, à mes yeux, évidente. Il y a un consensus de la communauté universitaire. Un rapport avait été rendu à la précédente ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, il y a quelques années, sur l'importance de remettre à jour l'université en lui redonnant les moyens. Alors ça va de la réalisation d'amphithéâtres décents pour pouvoir étudier, à une réforme pédagogique, à l'entrée de l'université dans le numérique. Tout cela supposait, avec des recrutements supplémentaires, 5 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans. Consensus de toute l'université, les présidents d'université, l'ensemble de la communauté universitaire. Le gouvernement décide de mettre 1 milliard d'euros plutôt que 5. 5 fois moins que ce qui serait nécessaire. C'est toujours une question de moyens. Ah, mais là, en l'occurrence, il y a besoin de ça. Je prends un exemple. On a besoin d'une réforme pédagogique, qu'on ait des enseignants qui soient des chercheurs, mais qu'on puisse apprendre dans de bonnes conditions à l'université. Ça n'est pas qu'une affaire de moyens, mais c'est aussi une affaire de moyens. Il fallait 5 milliards, il n'en met qu'un. Or, la démographie, scolaire et universitaire, elle continue à augmenter. Eh bien, que fait le gouvernement ? Plutôt que de donner des moyens à l'université, puisqu'il ne veut pas faire cela, il ferme la porte de l'université. Comment ? Eh bien, en permettant au président de l'université de poser des attendus, c'est-à-dire des exigences pour l'intégration de tel ou tel bachelier à l'enseignement supérieur. En clair, quelles seront les victimes numéro 1 de cela ? Les bacheliers technologiques et les bacheliers professionnels. Le droit qu'ils ont à poursuivre leurs études sera un droit interrompu parce que la sélection à l'université les empêchera. Alors on nous dit... Mais chaque personne trouvera sa place dans l'université. Et bla, et bla, et bla. Étudiant. Et bla, et bla, et bla. Très concrètement, on nous dit qu'il y aura des stages de remise à niveau. Mais il n'y a pas les moyens pour les faire. Donc en théorie, on fait des remises à niveau, mais les présidents d'université disent « Nos poches sont vides, nous ne pouvons pas le faire ». La conséquence de cela, ce gouvernement aime l'inégalité. Il rajoute un handicap supplémentaire aux bacheliers technologiques et aux bacheliers professionnels, qui en théorie ont les mêmes droits que les bacheliers généraux, mais se verront fermer la porte de l'université. C'est pour ça que cette forme de sélection, alors que le gouvernement l'assume, est une forme de sélection qui en remplace une autre, la sélection par l'usure, mais se traduit par quoi ? Par le fait qu'on rajoute de la difficulté à un certain type de bacheliers, les bacheliers professionnels et les bacheliers technologiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas déjà eu forcément le meilleur accompagnement dans leur scolarité, ceux qui ont déjà connu des vraies difficultés auparavant, et ce sont toujours les mêmes qui payent. Voilà. Édouard Philippe, ce matin sur France Inter, disait « Les examens auront évidemment lieu à l'université au mois de juin comme prévu, c'est-à-dire que la grève n'empêchera pas, dit-il, l'université de fonctionner. La grève ou les occupations qu'on constate n'empêcheront pas les universités de fonctionner. Personne n'a envie que les partiels n'aient pas lieu, que les examens n'aient pas lieu. Tout le monde a envie de pouvoir, y compris ceux des étudiants en grève. Il faudrait que monsieur Édouard Philippe comprenne une chose. Un étudiant en grève, il fait pas ça pour pouvoir être tranquille, poser ses fesses dans un amphithéâtre, mais les étudiants il le fait pour avoir des conditions d'études acceptables et satisfaisantes pour une grande puissance économique du savoir et de la connaissance comme la France. Mais les étudiants en grève ont dit qu'on note tout le monde à 10, peu importe qu'on passe les examens ou pas. Mais c'est une revendication. Le discours d'Édouard Philippe, il s'est acheté un costume ou un uniforme ce matin de Premier ministre inflexible, c'est assez amusant, mais faire attention, il y a 50 ans, on entendait à peu près le même genre de discours. Il est droit dans ses bottes. Oui, voilà, droit dans ses bottes, ça a pas forcément réussi à celui qui était son mentor, Alain Juppé était son mentor. Mais je suis pas Premier ministre. Non, Édouard Philippe toujours présentait hier la réforme des institutions. Conformément aux engagements du président de la République, les projets de loi organique et ordinaire prévoient quant à eux une réduction de 30% du nombre de députés et de sénateurs dans des conditions qui garantissent la représentation de tous les départements et territoires. L'introduction d'une dose de représentation proportionnelle aux élections législatives pour 15% des sièges de députés à pourvoir. C'est une réforme telle qu'elle est présentée qui vous paraît correspondre à quelque chose de bien ou pas ? C'est une petite réforme d'une très mauvaise constitution.
Voilà. En tout cas, au sens de l'organisation des pouvoirs dans la Ve République. Moi, je suis depuis longtemps favorable à une 6e République, c'est-à-dire qu'on change aujourd'hui le fonctionnement de la démocratie française. La démocratie française respire mal. Elle est aujourd'hui, on le voit à travers l'exercice hyper centralisé du pouvoir, elle permet une forme, non pas de monarchie constitutionnelle, mais on se rapproche beaucoup d'un exercice très personnel du pouvoir. Mais la proportionnelle peut permettre de mieux respirer, par exemple ? À condition qu'on respecte le Parlement. Si vous supprimez le droit d'amendement, mais que vous mettez de la proportionnelle, ça change pas. Non, mais que vous restreint, oui, vous avez raison. Vous encadrez le droit, le droit d'amendement, c'est-à-dire que vous empêchez les parlementaires qui ont déjà pas beaucoup de pouvoir. Vous êtes dans l'opposition, vous avez le droit de vous taire. Vous êtes dans la majorité, vous avez aussi le droit de vous taire. Vous pouvez parler, mais objectivement, seul l'exécutif détermine comment son texte évoluera, quel sera le contenu de la loi. Il y a une forme de colère chez vous à propos d'un peu tout, hein ? Non, c'est pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui dans une période qui est habitée par l'obscurantisme, le complotisme, la xénophobie, le nationalisme, je pense qu'il faut apporter du soin à la vie démocratique. Ne pas respecter ceux qui protestent, c'est manquer d'égard à la démocratie. Ne pas faire vraiment respirer la démocratie en étant très restrictif à l'égard des droits du Parlement, c'est prendre des risques. Je considère aujourd'hui, oui, que cet exercice hyper centralisé du pouvoir par Emmanuel Macron nous amène à jouer avec le feu. Je crois qu'il faut être très attentif à la qualité de la vie démocratique. Et je m'inquiète de ces évolutions-là, dès lors que finalement, j'étais pour moi la dose de proportionnelle. Je suis favorable d'ailleurs à ce qu'il y ait moins de parlementaires, à condition qu'on donne des pouvoirs au Parlement. Or, il n'y a aucun contre-pouvoir sérieux aujourd'hui dans la Ve République. France Info. Benoît Hamon, membre fondateur de Génération, ancien ministre, ancien candidat à la présidentielle, est l'invité de France Info ce matin avec Jean-Michel Apathy. On va vous faire réagir à ces 2 dernières informations, celles qui concernent 2 de vos anciens collègues au gouvernement. Alors d'abord, Cécile Duflot, qui arrête la politique. Qui était membre de votre mouvement, Génération. Un commentaire ? À la fois, je suis immensément respectueux de sa décision. J'en comprends la construction, la réflexion qui a précédé ce choix-là, l'envie de s'engager différemment, mais ce qui ne veut pas dire moins d'engagement, parce que diriger Oxfam France, ce sera une immense responsabilité sur des sujets en plus en matière de transparence, on a vraiment besoin de faire progresser les démocraties occidentales. Et en même temps, moi j'aimais bien faire de la politique. Non, pas du tout déçu. Un peu triste. J'aime bien faire de la politique avec elle. Moi, je trouve que c'est une femme politique de très grande qualité. Elle a une ténacité et une énergie incomparable. Elle est d'une grande intelligence et d'une grande finesse politique. Donc voilà, c'est un mélange. Mais qu'est-ce que ça signifie que des gens qui ont 40 ans, qui sont un peu faits pour la politique, qui sont un peu fabriqués pour ça, abandonnent? Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas qu'ils sont fabriqués, c'est qu'effectivement ils ont fait ça comme vous avez fait de vos métiers de journaliste. C'est quelque chose qui vous passionne. Il y a parfois même une addiction pour le débat politique. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, d'abord, les reconversions sont possibles et des belles reconversions. On peut concilier engagement privé et engagement tout court. Ça, c'est le point positif. Et puis, ça dit une vraie fatigue de la gauche, une vraie fatigue et le besoin aujourd'hui de réussir ce qu'on a commencé avec Génération, c'est-à-dire, il faut qu'on arrive à hybrider en quelque sorte cette culture de la justice sociale héritée du socialisme, cette culture de l'écologie politique qui a amené cette famille politique quand même à montrer du doigt des sujets qui apparaissaient comme marginaux et qui sont devenus évidents pour tout le monde, les questions de santé environnementale, l'importance de changer de modèle de développement. Quand même, d'un mot, on apprend quand même en quelques mois qu'on a 80% des espèces d'insectes qui ont disparu et 30%, avec un lien d'ailleurs, des espèces d'oiseaux. Tout ça lié à un modèle agricole trop intensiste, trop productiviste et l'utilisation de pesticides et d'insecticides. Et Nicolas Hulot déplorait à l'Assemblée nationale l'autre jour que finalement ça n'intéresse pas grand monde. Mais oui, mais il est ministre. Il est ministre de la transition écologique, au passage ministre de tutelle qui pilote la réforme de la SNCF. On va avoir plus de cars et moins de trains. C'est un ministre, mais c'est pas Dieu le Père. C'est-à-dire que il y a une absence d'attention collective. Oui, non, mais c'est pas Dieu le Père, mais il a quand même pas n'importe quelle place. Il y a une absence d'attention collective. Mais moi j'aime beaucoup Nicolas Hulot, mais moi non, mais c'est pas Nicolas Hulot le problème. Oui, non, mais il est donc ministre de la transition écologique. Il y a une réforme de la SNCF et il y a effectivement ces grandes questions sur la biodiversité. J'observe qu'aujourd'hui nous venons d'accepter en Europe
que le géant des pesticides et des semences soit désormais européen, avec la fusion entre Monsanto et Bayer. Il sera allemand. Il bénéficiera, ce géant, du lobbying du gouvernement allemand. Il s'agit de prendre ces sujets très au sérieux. Et c'est pour ça que, bon, je reviens à Cécile. Cécile Duflot, ça vous a traversé, vous, une fois ou deux, à l'esprit, je vais abandonner moi aussi, mais pas une fois ou deux. Évidemment que cette question-là, on se la pose quand on a vécu un échec, qu'on a toujours envie après les élections, après l'élection présidentielle. Mais je réfléchis, mais pas tous les jours, mais c'est effectivement une réflexion qu'on a. C'est parce que d'abord, moi j'ai un mandat de conseiller régional, d'autres opportunités peuvent s'ouvrir, mais bon voilà. Pour l'instant, moi je considère. Mais d'abord, j'ai créé le mien, c'était plus simple. On vous a proposé, comme là, on l'a proposé Oxfam. Non, je pense que aujourd'hui en France, tant qu'on reste dans l'engagement politique, il y a assez peu de propositions de grandes entreprises, ou même de petites entreprises. C'est très difficile de concilier un engagement politique et un engagement professionnel dans le secteur privé, surtout quand le secteur privé regarde avec les yeux de chimène le pouvoir actuel. Un mot sur Jean-Vincent Placé, ancien ministre, gardé à vue, insulte raciste, outrage à agent. Je sais pas quel commentaire. C'est grave. Oui, si c'est confirmé, c'est très grave. D'accord. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais ce serait très grave. Pas. Je voulais juste vous faire entendre une phrase. Alors, pas d'équivoque, il s'agit pas, c'est pas des journalistes blessés qu'on n'attaque pas. C'est une manière de faire de la politique qui parfois étonne Jean-Luc Mélenchon lors de la manifestation mardi de la SNCF. C'est vous les médias qui faites un travail de merde. Vous salissez les grévistes. Est-ce que c'est pas un problème de s'exprimer comme ça pour la démocratie en général? Un travail de merde. Le problème, c'est de faire des généralités. Il y a effectivement des journalistes qui font peut-être salement leur boulot et parfois des patrons de presse qui exigent de leur rédaction bien des commentaires qui sont des commentaires qui les arrangent ou arrangent leur propre opinion. Vous disiez dans la période qu'on vit, il faut un peu de douceur dans un monde de bruit. C'est même pas un peu de douceur. C'est respecter les fondamentaux de la démocratie. Dans la démocratie, il y a la presse comme un des contre-pouvoirs indispensables. Je veux dire, dans les médias, est-ce qu'on met le boulot de Mediapart qui révèle des affaires qui conduisent aujourd'hui l'ancien président de la République à devoir peut-être rendre des comptes sur des financements libyens. Est-ce qu'on met le travail légitime des journalistes qui vous posent pas forcément les questions que vous avez envie d'entendre? Moi, je ne marcherai pas dans ça. Je ne marcherai pas dans cette mise au banc des médias en général. Oui, moi, je peux avoir des rapports conflictuels avec certains médias quand je juge qu'ils ont un point de vue partisan et que je préférerais qu'ils l'assument, parce que des fois, sous couvert d'impartialité, on sent quand même des choix politiques. Mais en tout cas, dans mon univers à moi, les médias en général, ça n'existe pas. C'est quand même une invité. Je pense que cette tempérance, on doit se l'appliquer à nous. Je veux dire, moi, j'aime pas trop l'idée selon laquelle on ne fait avancer les choses que dans le vacarme, le tumulte et le fracas. Désolé de vous couper, mais nous sommes au bout de cette interview. Merci beaucoup, Benoît Hamon, et très bonne journée.